Dans cette troisième vidéo, on va étudier un circuit L plus C qui est branché en série, une bobine de 1,4 mH, un condensateur de 100 nanofarad, un générateur signal alternatif sans prise de terre. On va faire varier la fréquence de ce générateur de signaux et on va mesurer ce qui se passe au niveau des tensions aux bornes de la bobine, aux bornes du condensateur avec un oscilloscope. L'oscilloscope, pour que ça marche, il faut le brancher toujours comme dans les deux vidéos précédentes. Les deux sondes ground des deux voies sur un point commun ici. Et puis le positif de la voie 1 avant la bobine, le positif de la voie 2 derrière le condensateur. Il faut penser à inverser la voie 2 de l'oscilloscope pour que les signaux soient bien lus dans le même sens. On regarde maintenant au niveau de la breadboard. Ici mon générateur de signaux, avec ces deux sondes moins plus, reliées à la breadboard. Ici mes deux sondes pour les deux voies de l'oscilloscope, et ici la breadboard avec la bobine branchée en série avec le petit condensateur de 100 nanofarad qui est un numéro 104. Sur la voie 1, j'ai la tension aux bornes de la bobine. Sur la voie 2, la tension aux bornes du condensateur. Et bien penser à inverser le signal de la voie 2 comme je l'ai fait ici. Si je mets les deux signaux ensemble, et je commence également sur une fréquence très basse de seulement 100 Hz. Donc là, j'ai un effet de balayage lié à l'appareil photo numérique, donc je vais très vite changer de fréquence. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que déjà à très basse fréquence, là on est à 100 Hz, la tension aux bornes de la bobine est très faible. Donc ça veut dire que la bobine à très basse fréquence ne s'oppose pas au passage du courant alternatif, donc son impédance est quasiment nulle. Inversement, le signal de tension aux bornes du condensateur est très élevé, ce qui veut dire qu'à très basse fréquence, le condensateur a une forte impédance, puisqu'il s'oppose au passage du courant alternatif. Je remets mes deux signaux ensemble, et maintenant j'augmente la fréquence et on va regarder ce qui se passe. Je monte tout de suite à 1000 Hz, je vais changer l'échelle d'affichage sur l'oscilloscope. Voilà. La chaîne 1, la tension aux bornes de la bobine, on voit qu'elle commence légèrement à se courber, donc la tension commence à s'amplifier. Et puis la tension aux bornes du condensateur reste toujours très élevée. Allez, je continue à monter en fréquence. 2 kHz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis à 10 kHz. Donc, je vais changer l'échelle d'affichage. Le canal 1, c'est celui-là. La tension aux bornes de la bobine. Donc, on voit que la tension aux bornes de la bobine commence vraiment à monter. Et puis ça, c'est la tension aux bornes du condensateur qui, lui, pour l'instant, ne baisse toujours pas. Donc là, dans mon cas, dans mon montage, ça veut dire quoi? Que pour une fréquence de 10 kHz, ma bobine commence à prendre de l'impédance, puisque sa résistance au courant alternatif est en train d'augmenter, puisqu'on a un signal de tension à ces bornes qui devient élevé. Par contre, à 10 kHz, mon petit condensateur a toujours une très forte impédance, puisque la tension à ces bornes est toujours à son maximum. Je remets les deux signaux, et je continue d'augmenter la fréquence. 11, 12, au niveau du 13 kHz, on a quasiment des impédances égales entre la bobine et le condensateur. Et là, c'est intéressant de remarquer que les deux composants ne sont pas du tout en phase au niveau de la tension, parce que le pic de tension, celui de la bobine, se fait à ce moment-là, alors que le pic de tension aux bornes du condensateur se fait 2 carreaux plus loin, ce qui fait pratiquement un demi-cycle, puisque là on a un cycle fait 4 carreaux. Donc ça veut dire qu'on a un déphasage entre les deux composants de quasiment 180 degrés. Je continue d'augmenter la fréquence. 14, 15, 16, 17. Et là on voit qu'à 17 kHz, la tension aux bornes de la bobine est devenue plus importante que la tension aux bornes du condensateur. Donc ça veut dire que l'impédance de la bobine devient plus importante que l'impédance du condensateur. Je remets les deux, je continue d'augmenter la fréquence. 18 kHz, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Là maintenant je suis à 27 kHz et on voit que la tension du condensateur est en train de baisser alors que la tension aux bornes de la bobine continue d'augmenter. Je continue d'augmenter ma fréquence. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Voilà. Et on voit que plus je monte, plus la tension aux bornes du condensateur diminue.
et plus la tension aux bornes de la bobine continue de monter légèrement. Là je suis à 83 kHz. Je vais carrément aller beaucoup plus haut en fréquence. 183 kHz. Et on voit que la tension aux bornes du condensateur est nulle maintenant, alors que la tension aux bornes de la bobine reste à son maximum. Conclusion de tout ça, ça veut dire qu'à très basse fréquence, la bobine a une très faible impédance. Elle s'oppose pratiquement pas au passage du courant alternatif. Plus on va monter en fréquence, plus l'impédance de la bobine va augmenter pour à un moment arriver à son maximum. A l'inverse, le condensateur, lui, à basse fréquence est à son impédance maximum. Il s'oppose totalement au passage du courant alternatif. Par contre, à haute fréquence, son impédance devient nulle et il se comporte comme un simple fil vis-à-vis du courant alternatif. Après cette série de 3 vidéos sur ces composants qui sont branchés en série sur du courant alternatif, on va regarder par contre maintenant qu'est-ce qui se passe si on branche ces composants en parallèle.